Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un avocat, entrepreneur et philanthrope engagé. Il est aussi l'heureux papa de Tiffany, 9 ans, et de Vincenzo, 3 ans. Après avoir pratiqué le droit durant quelques années, c'est l'entreprise familiale qui a su retenir son engagement professionnel et ainsi faire ressortir à nouveau la fibre entrepreneuriale, définitivement bien ancrée au sein de son clan familial. Franchisé de différentes bannières, c'est principalement en tant que vice-président de l'entreprise familiale, comptant plus de 30 magasins se spécialisant dans les chaussures et accessoires qu'il s'investit quotidiennement. Une entreprise qui a eu une croissance significative ces dernières années et à laquelle il a participé. Jumeau d'une fratrie de 3 enfants, il évolue toujours dans une communauté italienne tissée serrée à Montréal qui l'a vu grandir. C'est aussi en lien avec son vécu de dépendance excessive et à travers son côté philanthrope qui y est rattaché, que mon invité se démarque et brille dans la société dans laquelle il est définitivement engagé. Sobre de ses excès depuis maintenant près de 4 ans, le rétablissement est une partie importante de sa vie puisque celui-ci lui a permis de reconnecter avec des valeurs qui étaient importantes pour lui. C'est à travers son podcast et sa fondation Grain d'Espoir qu'il désire permettre à d'autres humains de pouvoir accéder à une réhabilitation saine et de qualité. Je parlerai donc d'entrepreneuriat, de dépendance, de réhabilitation, de famille et plus encore avec Angelo Rubino. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour! Salut Angelo! C'était vraiment une belle intro, Claudine, mais il faut que je te dise... Il y a des rectifications, ça a bougé, hein? C'est plus un scoop, c'est que dans les dernières 3 semaines, là, je travaille plus avec ma famille chez Rubino. Oh non! Non, fait que je te garde ça, là, c'est comme un scoop que tu me donnes. Fait que, ouais, c'est un gros changement au niveau professionnel, mais... Ça ne change pas le fait que, tu sais, dans mon ADN, tu as dit tantôt, j'étais un vendeur, effectivement. Ben oui. J'ai 7-8 ans, je travaille dans les magasins. Fait que c'est un gros changement. C'est changer un petit peu mon identité, mais je suis toujours un actionnaire de l'entreprise, puis je suis fier de cette entreprise-là qu'on a. Donc, tu demeures actionnaire, mais tu ne seras plus... Je ne suis pas dans les opérations au quotidien. Dans les opérations. Je travaille plus du bureau chef de Rubino. OK, puis là, il y a d'autres... Là, as-tu d'autres scopes à nous donner? Tu vas t'en aller vers quoi? J'ai finalement rencontré une personne qui parle plus que moi, fait qu'on va sûrement avoir plein de sujets à parler intéressants. Oui, je pense qu'on n'aura pas assez de ce podcast-ci du mien pour parler. Alors, regarde, je prends l'initiative de t'inviter sur mon podcast. Comme ça, on va pouvoir aller en détail aussi sur ton parcours parce que je sais que c'est assez exceptionnel ce que tu fais. Puis félicitations pour ton podcast. C'est le fun que tu te produises toi-même. Puis, ben écoute, comme je dis, on dit en anglais, je suis une loner, là, je fais mes affaires tout seul. Hein? C'est ça que ça veut dire quand on est entrepreneur. Puis je me dis, ben c'est ça, moi je me fais plaisir. Là, je suis comme à une pré-retraite active. Puis je veux faire du bien à travers ça. C'est ma mission de parler d'éducation puis de la famille. Puis je dis effectivement, commencer un petit studio. Là, ben écoute, fait que là, je suis rendue avec mon studio, c'est moi qui décide. On est entrepreneur, on aime pas ça avoir trop de patrons sinon exact. Qu'on décide nos affaires. Mais t'es super gentil, puis effectivement, on va parler du tien, ton podcast, de ton parcours. Le parcours te dit 4 ans d'abstinence ou de sobriété. Moi, ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi, mon Dieu. Ben là, il va falloir remettre les affaires à... C'est correct. Et ça va vite. C'est exact. Ça passe vraiment vite. Puis disons que les 5 années, ils ont passé tellement vite, on dirait que je viens de commencer. On dirait que j'arrive en rétablissement. C'est comme une nouvelle vie qui s'est ouverte à moi. Puis mes priorités, c'est sûr, qui ont changé. Avec la sobriété, tu découvres c'est quoi tes passions, c'est quoi tes hobbies. Fait que c'est sûr que ça fait partie aussi un petit peu de cette distance-là que je prends avec l'entreprise familiale. Mais définitivement que 5 ans et demi, mais on dirait que c'est jour 1 aujourd'hui. T'as-tu trouvé ça difficile? Y a-tu des moments où ça a été difficile? Le rétablissement, c'est pas un combat quotidien selon moi. Okay. C'est une fois que tu as accepté, tu as capitulé, tu commences à te rétablir. Fait que pour moi, de ne pas prendre mon premier verre, c'est pas une difficulté. Puis... C'est derrière toi. Oui, mais tu sais, c'est jamais réglé à 100%. Non. On dit que tu n'es pas guéri. C'est une maladie, il faut que tu fasses attention, il faut que tu fasses des choses comme ce soir, on est lundi. Je m'en vais dans ma réunion. J'ai une réunion à chaque lundi. J'en ai manqué plusieurs. Fait que là, il y en a qui vont sûrement dire « Hey, crosseur! » J'en ai skippé quelques lundis, mais non, j'essaie de rester proche du mode de vie, rester proche de personnes en rétablissement. J'ai nouvellement demandé à un autre des gars qui, ça fait longtemps qu'on suit, d'être mon parrain dans le rétablissement. Fait que je reste actif, puis j'essaie d'aider aussi quand je peux et transmettre le message. Fait qu'à travers le podcast, c'est une façon pour moi de rester connecté à mon rétablissement.
c'est sûr, en rencontrant des gens, en ayant des conversations sur ça, ça t'allume, ça te garde dans le bon chemin. Mais pour moi, c'est une fois que tu as accepté que tu es dépendant, peu importe c'est quoi ta dépendance, là, le rétablissement peut commencer. Fait que c'est pas un combat quotidien. Moi, j'ai une allergie à l'alcool. Je sais que si je prends un verre, je vais avoir une réaction, je deviens quelqu'un que j'aime pas, puis je serai pas capable de m'arrêter à un. Ma blonde, elle est allergique aux crevettes. Elle mange pas de crevettes. Si elle mange une crevette, elle va mourir. Elle pleure pas tous les jours en se disant « j'aimerais ça manger des crevettes ». Fait que, tu sais, je le vois exactement de la même façon. Ouais. Une fois que c'est une bonne façon tu le vois de même, ça devient moins lourd. Non, c'est ça, de dire, ben, regarde, je ne peux pas toucher à ça. Puis souvent, c'est quand des moments difficiles qui nous guettent, c'est là, peut-être que ça peut être un petit peu plus difficile de retomber. Moment même de joie. De joie, oui, c'est vrai. Tu as tellement raison. Moi, c'est dans la célébration. C'était comme on a eu une journée record. Ou je sais pas, on vient de faire une grosse transaction. Puis là, on va célébrer. Fait que c'était souvent dans la récompense. Oui, parce que tu as tellement raison, parce que moi, parfois, c'est dans la nourriture. Je dis, écoute, on passe une belle journée, on s'en va fêter ça au resto, on regarde pas ce qu'on mange, ou on s'empiffe. Oui, c'est ça, c'est effectivement. Mais tout ça, il y a des outre-mangeurs. La bouffe, le sexe, les femmes, peu importe c'est quoi ta substance, il y a une façon de devenir comme complètement déréglé. Compulsif. Parle-moi du petit Angelo. Petit Angelo est élevé à Montréal. Oui, bien en fait, je suis né à Montréal-Nord. On a passé les 12-13 premiers mois. J'ai un frère jumeau. Oui. Fait que mes parents, quand ils se sont connus, là, assez rapidement, ma mère... Sont-tu nés ici, tes parents? Bien, l'histoire, c'est que ma mère, elle est née ici, elle est d'origine italienne. Mon père, lui, il est venu ici vers l'âge de 14 ans. Fait qu'il parlait pas la langue. Puis il a suivi sa sœur, son beau-frère et son frère, qui était plus vieux. C'était l'aîné de 10 ans. Donc, c'était comme un peu une figure paternelle, maternelle. Pour l'histoire qui est vraiment drôle, mon oncle, son commerce, il était à 1 minute d'ici, à Huntsic. Fait qu'il est décédé il y a 2-3 ans, puis c'était comme un père pour moi, là, sincèrement. Fait que ça fait drôle de revenir dans ce coin-là. Fait que c'est un coin ici que j'aime beaucoup, là, Huntsic. Il n'y a pas de hasard. Non, effectivement, il n'y a pas de hasard. Mais mon père, c'est ça, il est venu ici, il a appris un petit peu la langue, il est venu avec sa soeur, son beau-frère, son frère, puis c'était tous un petit peu des gens entrepreneurs. Donc, mon oncle, lui, il était plutôt dans les bars, les cafés italiens. Puis ma tante, la sœur de mon père, elle s'est mariée à un homme qui s'appelle Angelo Guzzo, qui ont fondé les cinémas Guzzo. OK, donc c'est ça, parce qu'effectivement, là, j'ai vu la famille Guzzo. Il était là. Près de vous. Oui, c'est ça. Okay. Donc, mon père, il a travaillé avec eux. OK. En partant, là, il y avait comme il travaillait, fait qu'il manquait pas de travail. C'est là qu'il a appris naturellement la langue. Mon oncle voulait qu'il aille à l'école. Puis, vous savez, à l'époque, là, il mettait les gens dans... Il fallait que tu ailles en français ou je sais pas quoi. Puis, lui, il est arrivé à l'école ici, là, à Montréal-Nord, puis il se faisait beaucoup niaiser. À l'époque, tu sais, quand tu étais un Italien, tu étais un spaghetti, puis je sais pas quoi. Les wops, il traitait de wops. Les wops. Fait que lui, il a décidé de laisser l'école. Et c'est ça, fait qu'il a travaillé. À un certain moment donné, là, mon oncle a ouvert une discothèque puis sur Lacordaire, Grande Prairie, qui s'appelait l'Astre 5. Et mon père, c'était le gérant. Okay. Et de cette façon, il a rencontré ma mère. Ma mère, elle, est née ici. Ses 2 parents sont italiens. Mon grand-père, c'était un grand entrepreneur. Il a travaillé avec Saputo. Il a été associé avec la famille Saputo. Il y avait une division qui s'appelait Stella. Donc, c'est ça. C'était des grands entrepreneurs, des grands travailleurs. Fait que mon père, il a eu, je pense, des bons modèles alentour de lui. Quand il a rencontré ma mère, l'histoire qui n'est pas vraiment dite, c'est qu'elle est tombée enceinte un peu plus rapidement que prévu. Et elle attendait des jumeaux. Fait qu'ils se sont mariés assez rapidement. Et c'est là que mon grand-père, il a dit à mon père, c'est quoi que tu vas faire de ta vie? Tu sais, tu peux pas continuer à être un gérant d'une discothèque, tu finis à 4-5 heures du matin. Si tu veux une vie de famille, puis tout ça. Ben... Fait qu'il a dit à mon père, si tu veux, je peux t'aider. Demande à ton beau-frère s'il veut un partenaire. Peut-être vous pourrez, je sais pas moi, ouvrir un cinéma ensemble. L'histoire, c'est que mon oncle, lui, il voulait pas de partenaire. Puis mon père, par pur hasard, il a décidé de se lancer dans l'industrie de la chaussure. D'où les cinémas Guzzo? Ouais. Puis d'où les chaussures Rubino? Ouais. OK. Ça, c'est vraiment l'histoire, tu sais. Puis mon père, ultimement, ça a été la meilleure chose que son beau-frère lui dise qu'il voulait pas un partenaire. Comme ça, il a pu faire ses propres choses. Ouais. Et il a eu le succès qu'il a eu. Tu sais, ça a été très difficile. Il faut s'imaginer, là, moi, je suis né en 86, vers 88. Il ouvre son premier magasin. Puis pour l'histoire, là, tu dis, nous, on venait de Montréal-Nord, mais on a déménagé en banlieue. Okay. On est allé vivre à Terrebonne. À l'époque, c'était Lachenay, le boisé du Golfe. Puis mon père, il est arrivé là-bas, il a vu que, bon, il n'y avait pas beaucoup de compétition, fait qu'il a ouvert son premier magasin à Terrebonne.
sur de chaussures. Maudit, de chaussures. Et mon oncle qui venait nous visiter à Terrebonne, il a vu le potentiel, puis c'est là qu'il a ouvert son premier cinéma à Terrebonne, juste au pied de la pente. Il a acheté le terrain, puis il a fait un développement, puis c'est ce cinéma-là qui les a mis sur la map. Avant ça, tu sais, c'était difficile, il n'y avait pas tous les films qu'il voulait. Là, lui, il a vu aussi le potentiel de développer les marchés à l'extérieur de Montréal. À l'époque, Terrebonne, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, naturellement, si tu regardes il y a 35 ans. Fait qu'il a ouvert son premier cinéma qui a été un succès incroyable, le cinéma de Terrebonne, le cinéma Guzzo. Ben oui. Puis après ça, il y a eu celui à Laval. Puis il y en a d'autres. Mais donc, on associe souvent les cinémas Guzzo à Vicente Guzzo, mais il y a une génération avant lui. Oui, dans le fond, Vincenzo, c'est mon cousin. Oui. Puis c'est mon oncle qui est parti. Puis mon oncle... Un peu comme toi, là. Il y a eu un père... mais eux autres, Guzzo, c'est père Rubino juste avant. un fils. Hein, ils ont juste eu Vincenzo. OK. Fait que mon cousin, il est enfant unique. Donc c'est ça, il a pris la relève à lui tout seul. Donc, à ce moment-là, tu étais élevé justement dans Montréal-Nord et tout ça, vous avez déménagé. Comment était... tu étais jumeau aussi, tu as un frère jumeau. Vous êtes les aînés? Vous avez une petite sœur? C'est ça, dans le fond, il y a 5 ans de différence. OK. Fait que jusqu'à l'âge de 5 ans, on était les deux. Je peux imaginer que pour des jeunes parents qui commencent dans la vie, en plus mon père qui se lance en affaires, avec tous les défis qu'il pouvait avoir. Tu sais, on regarde les années 88, après ça, en 90, il y a eu comme une grosse récession. Les taux d'intérêt étaient à 14 je sais pas quoi. Donc, ça a été très difficile. C'est pas comme si il s'est lancé puis ça a été facile du début. Non, c'est ça. Souvent, on pense ça parce qu'on voit que c'est des bonnes business puis que ça va bien puis que ça roule bien. Non, ça a été, tu sais, tout ce qui est la vente au détail, très difficile. La restauration, très difficile. Tout ce qui est hospitality, c'est difficile. Fait que mon père, là, il a eu ses difficultés au début. Fait que j'imagine qu'ils ont entendu un petit peu avant de procréer. Puis quand ma soeur est arrivée, il y avait déjà une distance un peu parce que, veut pas, on a 5 ans de différence. Nous, on était 2 garçons, on était assez actifs, turbulents. Fait qu'on n'a pas été très proches en grandissant avec Sabrina, qui est notre soeur. Ça aurait peut-être été l'inverse si elle avait été plus vieille. Une fille, ça veut plus materner ses petits frères ou quoi que ce soit. Sauf que vous étiez déjà un team de 2 boys, des jumeaux. Possiblement que vous avez été très près. Êtes-vous encore beaucoup près comme nous, jumeaux? Ça a été fusionnel jusqu'à l'âge de 16 ans où est-ce que tu découvres qu'il y a d'autres choses que ton jumeau. Exact. Il y a des femmes aussi. Fait que là, mon frère, aussitôt qui... Tu sais, on a fait notre propre chemin. Fait qu'on n'est pas autant, disons, proches. On a une bonne relation. Puis avec le temps, comme aujourd'hui, ma soeur, elle a 3 petits-enfants. Puis j'habite à 5 minutes. Fait je suis beaucoup, je dirais, plus proche de ma soeur. Ça, c'est un regret que j'ai de ne pas avoir été plus proche en grandissant. Tu sais, c'est pas que c'était tabou, mais disons, de la façon que nous, on a été élevés dans un environnement très patriarcal, je dirais, où est-ce que la femme, tu sais, ma soeur, c'était la princesse de papa, puis, tu sais, on voulait pas, elle, fallait pas la déranger, puis elle peut pas faire certaines choses. Tu sais, aujourd'hui, cette vision-là, c'est complètement changé. Tu sais, je pense que les femmes sont encore plus capables que les hommes. Ils ont des qualités que nous, on n'a pas. Et... mais dans la mentalité italienne, puis pas juste italienne, hein, dans la mentalité québécoise aussi de mes oncles qui ont 75 ans aujourd'hui, c'est ça, tu sais, la femme était au foyer, elle s'occupait des enfants, elle faisait la popote, la maman italienne, tu sais, mais il y avait la maman aussi. Puis effectivement, là, c'était comme ça. Puis le monsieur allait travailler, lui, des heures et des heures et des heures. Mais ironiquement, mon père, lui, ma mère, c'était pas celle qui était à la maison non plus, là, elle travaillait avec mon père. Fait que, c'est une entreprise familiale, donc elle a aidé. Elle était là 7 jours par semaine. En plus d'avoir les charges mentales pour les femmes, c'est pas d'hier, hein? C'est pas d'hier parce que sûrement que c'était là aussi pour ça. Donc, et à l'école, ça se passait comment pour toi? Moi, là, à l'âge de 5 ans, je me suis fait mettre dehors du transport en commun, qui était le transport de l'école, l'autobus jaune, parce que je donnais un coup de pied au chauffeur. Fait que tu peux t'imaginer comment je pouvais être turbulent. À l'âge de 5 ans, là, je faisais déjà ma première retenue avec des jeunes de 11-12 ans. Puis, naturellement, tu ne sais pas encore lire ou écrire. Fait qu'il te donne un livre puis il dit « Regarde les images pendant 1 heure ». Fait que moi, depuis que je suis jeune, on m'a mis 2 lettres, TC. Oui, trouble de comportement. Puis c'était la tendance. Puis à l'époque, quand tu étais un trouble de comportement, il n'y avait pas bien de service. Ils te mettaient à l'extérieur de la classe. C'était le tannant, oui, c'est ça. T'es soit collé le bureau sur le tableau du prof. Non, moi, ils préféraient me mettre vraiment à l'extérieur de la classe puis me donner des travaux puis pour pas déranger. Et ça, c'était mon expérience que j'ai eue à Lachenay, au Vieux-Chêne. C'était une école qui était relativement nouvelle à l'époque.
Et c'est ça, je peux vous dire que je me suis fait dire souvent que tu feras pas grand-chose dans ta vie, que, tu sais, je pense pas que j'avais des super bonnes notes non plus au primaire. J'avais peut-être des difficultés d'apprentissage. As-tu eu des diagnostics qui sont arrivés avec ça? T'as jamais... Non? Non, à 37 ans, là, apparemment que je suis TDAH. Je viens de commencer une médication à 37 ans. Okay. Mais à l'époque, c'était pas vraiment mainstream. Avec hyperactivité, possiblement que tu étais hyperactif. Ça paraît pas? Non. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, mais souvent, les petits garçons, les petites filles aussi, c'est ça. C'est qu'on mettait ça en trouble de comportement, mais c'était de l'hyperactivité. Définitivement. Puis tu sais, il faut que tu comprennes, moi, j'étais 2 gars. Déjà, on prenait de la place. Si tu touchais à mon frère, fais attention. Tu sais, on était toujours là pour se backer. Fait que ça causait beaucoup de conflits. J'ai jamais eu d'intimidation parce que si quelqu'un avait un problème avec moi, il y avait un problème avec 2 personnes. Ouais. Fait que, tu sais, on était... Mais dans la classe, on n'était jamais ensemble. Ils nous ont toujours séparés. Ouais. J'avais bien de la difficulté avec l'autorité, je peux te dire. Puis peut-être c'était une sensation d'être souvent pris pour cible. Puis tu dois comprendre qu'à l'époque, à Lachenay, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Non, là. Ça, j'allais dire. Guillaume, Alexandre, Pierrot. Fait comme enfant, avec un nom comme Angelo... C'était drôle pour les gens. Ils ne connaissaient pas ça. Il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées, il n'y avait pas beaucoup de Noirs, d'Arabes. En fait, il n'y en avait pas du tout. Fait que, tu sais, j'ai souvent eu cette sensation-là d'être pris pour cible. Peut-être que c'était non fondé, mais c'était ça la sensation que j'avais. Fait que là, tu es dans la victimisation beaucoup, dans la réactivité. Ouais, c'est ça, dans la réaction. Ça m'a suivi un peu. Puis après ça, arrivé au secondaire, d'essayer de prouver que je suis mieux que qu'est-ce que vous pensez. J'ai eu la chance d'aller dans un collège privé. Fait qu'on a été accepté au Collège Laval. On venait de déménager à l'époque. En 5e année, j'ai déménagé à Laval avec ma famille, à Val-des-Brises. Ça, c'était le quartier des Italiens. Oui, les belles grosses cabanes. Finalement, je me retrouvais avec mes pères. Dans ta communauté, tu avais une communauté. C'était pas Saint-Léonard, là, mais c'était le nouveau Saint-Léonard. C'était comme l'extension de... Il y avait un exode, tout le monde quittait Saint-Léonard. Ouais. Il y avait le petit Maghreb qui s'installait à Saint-Léonard, puis les Italiens quittaient vers Laval. Fait que nous, on a déménagé à Val-des-Brises. C'est Duvernay-Laval. Même eux, ils nous ont rejetés parce que là, toi, tu es un Italien francophone. Et ça, c'était pas populaire. Oui, parce que c'est vrai, parce que beaucoup d'Italiens sont anglophones, des Grecs aussi. J'arrive à Terrebonne, à Lachenay, c'était bizarre, puis on était... puis là, quand j'arrive à Laval avec des gens qui sont de la même communauté, là, c'est bizarre parce que you're a French frog. OK. Moi, on parlait en français. Tu sais, j'étais allé à l'école française toute ma vie. Oui. À la maison en italien. Puis c'est tellement une bonne chose parce que là, à cause de ça, tu as un très bon français. Tu es parfaitement bilingue naturellement parce que l'anglais, mais moi, je trouve que je suis un jack of all trades, master of none. Je dirais pas que je suis excellent. Tu sais, je suis pas à un niveau universitaire en anglais ou même en italien, mais c'est sûr que le français est beaucoup plus difficile. Oui, c'est la pire langue à apprendre. Fait que t'es mieux de l'apprendre à l'école. Tandis que l'anglais, tu peux l'apprendre sur le coin d'une rue. L'italien, juste l'amour peut te faire apprendre l'italien. Exactement. Mais tu sais, nous, on avait la chance après de voyager parce que mon père, là, l'été, il nous envoyait dans son village. C'est là qu'il y avait mes grands-parents, ses autres sœurs, frères. De quelle région viennent tes parents? La campagne. OK. Peut-être à 1 heure, 2 heures au sud de Naples. On est dans la province de Salerno. Fait que c'est un petit village, puis d'aller là-bas l'été, de ne pas avoir le choix de communiquer avec ces gens-là qui parlaient juste italien. Ben, c'est sûr que tu dois... L'immersion, c'est tellement important pour l'apprentissage d'une langue, puis de vous connecter à vos racines aussi. Donc là, tu arrives au secondaire, une école privée, ça t'a aidé un peu plus au niveau de l'encadrement, ça t'a aidé au niveau comportemental, j'imagine? Beaucoup, puis tu sais, là-bas, c'était strict. Là-bas, tu accumulais des points, rendus à tant de points, ils te mettent dehors. Si tu n'as pas les notes, ils te mettent dehors. Ils s'en foutent, ils ne veulent pas affecter leurs statistiques. Fait que je peux pas dire que j'ai adoré le Collège Laval, mais c'est sûr que ça m'a quand même discipliné. Puis nous, à l'époque, c'était veston, cravate. C'était pas comme aujourd'hui, le petit polo cute. C'était vraiment, il faut que tu aies des chaussures à décorum, il n'y avait pas de sac à dos, tu devais avoir une mallette. Fait que c'était assez strict. Moi, c'est ça que j'avais besoin. Puis après, je peux pas dire que j'avais de la facilité au niveau de l'apprentissage. Je sais que mon frère était beaucoup plus brillant. Moi, il fallait que je travaille. Par contre, c'est ça que j'ai, c'est que quand je mets ma tête dans quelque chose, je vais y aller à 100%. Fait que, tu es habitué de mettre les efforts pour réussir. Oui. Tu ne l'as pas eu facile. J'ai eu des bouchées doubles, puis j'ai eu des super résultats tout le long de mon secondaire. C'est ça qui a fait qu'il y avait de la difficulté à me mettre dehors parce que
il y avait quand même les troubles de comportement qui embarquaient, des situations. Moi, j'étais toujours dans... Quand il y avait un problème, j'étais mêlé de proche ou de loin. Fait que... T'avais le côté leader, mais des fois qui est négatif, qui embarquait. Ben, écoute, Claudine, moi, j'ai le sang chaud, là, fait que j'étais impulsif. Puis, tu sais, quand il y a un prof qui te fait un commentaire, j'ai pas envie de pointer du doigt, mais tu sais, t'en as des fois des enseignants qui, c'est confrontant pour eux de voir un étudiant qui vient d'une famille peut-être qui réussit mieux que lui, sans vouloir viser personne, mais tu sais... Non, c'est le gosse de riche, là, il pense que tout est permis, genre. Tu sais, puis ils savent pas d'où est-ce qu'on vient. Non. Puis on vient d'un appartement à Montréal-Nord, mais ils pensent qu'on flotte dans... Vous êtes né avec une cuillère en argent, une cuillère en or. Fait que tu sais, des commentaires, va vendre des souliers, je les ai entendus, mais pas d'étudiants. De profs. De profs. Fait que ça, c'est inacceptable, peu importe d'où tu viens, là. C'est ça. Mais c'est une réalité, puis il faut en parler parce que, tu sais, moi, je prône beaucoup le respect des enseignants parce que là, des fois, on dirait que la roue tourne, là, il y a de l'ingérence parentale dans le travail des profs, mais il y a des profs, encore aujourd'hui, puis même de ma génération, qui ont manqué le bateau puis qui ont fait des interventions. Tu sais, dans le temps, c'est des coups de règle. Moi, j'ai vu des profs garrocher des craies pour avoir l'attention d'un enfant, garrocher des projectiles à des enfants. Ça ne les blessait pas au secondaire. Mais tu sais, c'est quoi l'image que tu donnes quand tu dis, pour te faire écouter, tu garroches quelque chose par la tête à l'élève? Tu sais, ou tu l'appelles, moi, combien de fois je me suis fait appeler pas de vin? Je suis désolée, je trouve ça. Parce que moi, je l'adorais pas. Mon oncle me faisait écœurer avec mon oncle. Tu bois du pot. Nous, imagine quand ton nom de famille est sur la bâtisse. Là. Ouais. C'est encore plus tough parce que c'était facile de faire des jokes. Puis après, Rubino, là, les dénominations, là, Robineux, il n'y en a pas que j'ai pas entendu. Puis comme encore une fois, j'ai mon frère jumeau qui est à côté de moi. Puis on est assez tough. Fait que c'est sûr que venant des autres, il y avait quand même... il se calmait un peu le pompon parce que s'il y avait un problème avec un, il y avait problème. C'était deux, là. Ça venait toujours en double, là. Les mon frère, il s'est déjà ramassé. Il a donné un coup de poing à un jeune homme qui m'avait attaqué dans le collège. Puis le jeune, il est parti en ambulance. Lui, il a dû faire face à la justice. Après, il y a eu un 810. Là, il avait comme 16 ans. 810, c'est 1 an de garder la paix. Mais, tu sais... You don't fuck with your family. Si quelqu'un arrivait et il y avait un problème avec nous, c'est sûr qu'il y avait un problème avec les deux. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a toujours ton back. Oui, c'est ça. Tu te sens, tu as comme une unité qui est là. Mais quand même, ça ne doit pas être évident parce que tu veux faire ta propre identité, puis on te rattache toujours à l'identité justement familiale d'entrepreneur qui réussit, là, même si ça n'a pas toujours été facile. Puis, les commentaires que tu as tout le temps, c'est toi, tu es chanceux parce que ton père, il t'a donné ci ou il t'a légué ça. Fait que tu sais, tu peux jamais gagner. Non, c'est ça. Dans le fond, toi, tu n'as rien fait, tu es juste chanceux parce que, ton papa, lui, il a frayé le chemin. Nous, c'était vraiment la famille au complet. Autant mon père, ma mère, tout le monde a travaillé pour amener cette entreprise-là à un autre niveau. Chacun a eu un apport qui était exceptionnel. Quand on est rentré à temps plein dans l'entreprise, on l'a vraiment amené à un autre niveau. Fait que, tu sais, après, tu laisses les gens parler, puis avec l'âge, la maturité, tu réalises que les gens qui font des commentaires, souvent, c'est parce que, ils sont jaloux, puis ils n'ont pas rien d'autre à dire. Fait que c'est confrontant de voir des gens, des fois, qui réussissent mieux que toi. Puis au Québec, on a de la difficulté avec la réussite. Là. Faut pas trop... Mais pas moi, pas ma génération. Moi, j'ai la misère. Moi, quand je vois des gens qui réussissent, je suis tellement fier. Surtout des gens québécois qui disent ou qui arrivent à l'international ou qui font des gros projets d'envergure. Je me dis, waouh! Moi, ça m'inspire. Oui. Je suis pas dans la « c'est un crosseur. Il a dû faire ci ou il a dû faire ça ». J'ai pas ces réflexes-là, puis je vois pas la plus jeune génération avoir ces réflexes-là. Non, faut pas. Qu'est-ce qu'il y avait, comme entre autres quand j'étais au collège, puis il y avait des profs un peu de la vieille génération que eux, c'est ça qui peut-être... Ils se sont fait dire, tu sais, si t'es riche, t'es malheureux. Tu sais, la fameuse phrase, j'aime mieux être pauvre et heureux que riche et malheureux. Mais t'as du monde riche heureux aussi, là. Puis t'as après, du monde la pauvre, richesse, malheureux. c'est... Mais si tu trouves c'est quoi ta raison d'être, puis que c'est ça qui va te rendre Si c'est heureux. pas ça qui te motive, moi j'ai toujours dit, j'ai jamais mené ma business sur un signe de pièce. Sûrement que des fiscalistes puis des vrais gens qui sont très basés sur les résultats diraient, mon Dieu Seigneur, mais je garde, moi je n'ai jamais géré mon entreprise sur un signe de pièce. Ça a toujours été l'humain, mais peut-être que je serais beaucoup plus riche aujourd'hui, tu sais, puis tout ça, mais c'est pas grave, tu sais, j'ai toujours mis l'humain en avant-plan, puis je vis très bien, puis je suis bien à l'aise avec ça, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est d'avoir un mix des deux, mais à travers tout ça, c'est quand même, tu sais, même si tu te sens fort, puis tu dis on se défend,
veux pas, ça reste que derrière ça, t'as un jeune garçon, tu sais, qui se met dehors. C'est quand même des blessures, là, qui commencent très jeunes. Te faire mettre en dehors de la classe, c'est être exclu. Tu sais, il n'y a pas un petit garçon, il n'y a pas une petite fille qui aime ça être exclu, qui aime ça être mis à part, qui aime ça être montré du doigt négativement. Fait que ça, c'est une blessure. C'est des blessures qui t'ont accompagné toute ta jeunesse. T'arrives au secondaire, même si tu te défends puis tu as le sang chaud, ça blesse. Même si on est capable de donner des coups de poing sur la gueule, on est des êtres humains puis on est blessé. C'est encore du rejet, c'est encore du mépris, c'est de la non-compréhension puis c'est de dire, ben en réalité, tous les êtres humains, ce qu'on veut, c'est être aimé. Mais là, on sent pas que le monde nous aime, là, quand tu vis ça. C'est sûr que non, tu sais, c'est sûr que comme enfant, tu es un entonnoir puis tu as besoin d'affectivité, d'amour, d'attention. Fait que quand t'en manques un peu, là, tu la recherches. Fait que c'est sûr que par des gestes, réactions, des fois, des comportements, c'est parce que tu cherches l'attention. Fait que c'est sûr que j'ai fait ça souvent pour avoir l'attention des autres. Pour être aimé, finalement. Ouais, pour être entendu et vu et reconnu. À quel moment arrive la consommation? Je savais pas que ça allait être une psychanalyse aujourd'hui. On fait la... Mais tu sais, c'est le fun de le parcours de quelqu'un parce que des fois, puis pourquoi? Parce qu'il y en a encore des petits garçons, des petites filles en trouble de comportement. Ouais. Tu sais, puis c'est pas parce que c'est des malfaisants, c'est pas parce que, tu sais, oui, des fois, il y a l'autorité parentale, des fois, il y a un lot qui appartient aux parents, mais des fois, c'est le rejet. Puis effectivement, puis c'est comme ça que toute leur vie, ils peuvent avoir l'attention puis l'amour de quelqu'un. Dire, ben moi, je peux pas avoir de l'attention parce que je fais des bonnes choses ou parce que je suis juste là, je suis juste un enfant ou parce que je suis cute. Je peux avoir de l'attention seulement parce que quand je fais de la violence ou je fais des mauvais comportements. Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'on peut, tu sais, le nommer maintenant puis plus le dire. Mais, tu sais, est-ce que tu as compris, tu as fait un lien avec ça, ce vécu-là, puis ta consommation? Mais, tu sais, la consommation, pour moi, c'est arrivé tard dans ma vie, dans le sens que après le collège, j'étais allé à André Grasset, puis j'étais très focusé sur les notes, puis je suis pas allé là-bas pour niaiser parce que après ça, j'ai été accepté à l'Université de Montréal en droit, puis c'était quand même contingenté. Après ça, quand tu arrives au bac, il n'y a pas vraiment de temps pour niaiser. Puis, tu sais, je travaillais aussi dans l'entreprise familiale. Fait que je te dirais que c'est après les études que là, c'était comme... Donc, toi, la consommation part pas de l'adolescence, commencer à fumer avec des amis, des mauvaises influences. Non, puis tu sais, je ne peux pas dire que j'ai jamais pris un coup avec mes amis à 16 ans, puis ça n'a pas dérapé, mais c'était des expériences normales dans ma tête. Il n'y a pas eu de situation extraordinaire où j'ai pas vu ça à un jeune âge, où c'était pas des comportements que j'ai vus, puis je me tenais pas avec des gens comme ça. Moi, je pense que dans la vie, on est la somme des gens qui nous entourent, fait que je me suis toujours bien entouré. Puis j'ai remarqué ça encore plus en grandissant. Tu sais, même quand j'étais arrivé au bac en droit, j'étais dans la section B, la personne dans la classe qui était la plus brillante, tu sais, je l'ai identifié les premiers jours, j'ai dit, ce gars-là, c'est le plus brillant ici. Je me suis mis à aimer avec. Tu sais, c'était des réflexes que j'avais. Tirer vers le haut. Toujours d'aller vers les gens qui sont mieux que moi. Tu sais, essaie d'être le plus stupide dans la pièce. Entoure-toi pas des gens qui sont plus niaiseux que toi. Ça, je me le suis fait dire souvent en grandissant. Mais c'était un réflexe que j'ai. Fait que je me suis mis avec des gens qui étaient mieux que moi. Donc, avec qui tu passes du temps. Des gens qui sont intelligents, studieux, qui sont à leur affaire, qui veulent réussir, qui ont cette passion-là. Fait qu'on étudiait ensemble. On s'était là ensemble. Puis mon ami, c'est devenu un des plus grands avocats dans son domaine aujourd'hui. C'est une sommité. Il travaille dans un bureau de Montréal, mais partout sur le globe, là. Je l'ai vu la semaine passée. Il est en Suisse. Il y a des clients à Vancouver, aux États-Unis. C'est exceptionnel, mais tu sais, je pense que j'ai un bon œil pour ça. Fait que, tu sais, je me suis tenu avec des bonnes personnes. Après le bac, c'est sûr que tu as la sensation des fois de t'es parvenu à... Puis c'est sûr que je l'ai fait aussi beaucoup pour prouver, démontrer que j'étais capable. La fierté, aller rechercher aussi l'approbation, la fierté de tes parents. Je me rappelle à la remise de diplôme, je n'étais pas vraiment heureux pour moi. J'étais vraiment heureux de voir, surtout mon père puis mon grand-père, qui étaient vivants à l'époque, le père à ma mère, leur fierté, parce qu'eux, ils n'ont pas étudié. Ils ont tellement travaillé fort, ils ont tellement travaillé à soi. Ils nous ont donné cette opportunité-là, parce qu'eux, mon père, à 14 ans, il est venu ici, il n'a pas étudié, mon grand-père. Quand ils voient ça, c'était comme, on a brisé ce cercle-là de gens qui ne sont pas éduqués, puis malgré le fait qu'ils n'étaient pas éduqués, ils sont parvenus quand même à faire des belles choses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, là, s'ils n'ont pas eu l'instruction. On a brisé le cycle parce que, veux pas, les Italiens qui étaient ici souvent, c'est quoi? On a dit tantôt qu'ils travaillaient dans le paysagement, la chaussée, les choses de même. Fait qu'on brise le cycle, puis là, on arrive et on dit, hey, moi, à l'université, je me rappelle que les gens qui étaient dans ma classe, là, il y en avait, puis encore une fois, tu sais,
c'est pas tout le monde, mais il y en avait qui riaient de ça. Va donc vendre des souliers. T'es pas dans ta place ici. Qui son père, c'était un avocat. Qui son grand-père était juge dans la classe. Fait que j'ai le droit à des commentaires de même. Puis je te dirais pas qu'est-ce que je leur ai répondu parce que j'étais aussi rapide pour répondre. Mais quand tu arrives puis tu termines et là, à un moment donné, peut-être tu t'arrives à une place où est-ce que tu te sens meilleur. Peut-être qu'il y avait un petit peu d'ego là-dedans. Fait que, tu sais, naturellement, j'ai fait des mauvais choix. Je me suis entouré de mauvaises personnes. Je suis venu en contact avec différentes substances. J'ai commencé à boire, puis ça me donnait un certain répit. Puis là, tu sais, il n'y avait pas le stress de « Ah, ben là, tu dois performer. Tu es arrivé. Tu es parvenu à un certain niveau. » Fait que c'est là que c'est un relâchement de ça qui... Ouais, tu sais, dans le stress de performance, de vouloir plaire aux autres. Mais c'est ça, fait que c'est rentré tranquillement pas vite. T'as-tu dû à un stress? Voulais-tu comme diminuer un stress ou c'était juste pour faire l'affaire puis dire, regarde, moi, j'étais vraiment un gars de party. OK. J'ai vraiment aimé ça. J'étais dans tous les meilleurs restaurants, destinations de Montréal. Puis, tu sais, à un moment donné, tu penses que c'est ça, être parvenu à faire quelque chose. T'étais big, là. T'avais réussi à... Tu sais, le show de Boucan. Là. Ouais. Là, je dois te montrer que moi, je suis bon puis je suis beau. Fait que, tu sais, ça attire l'attention. Fait que là, tu vas rechercher l'attention que t'aimes. Là, tu essaies de plaire aux autres. Fait que, tu sais, t'arrives dans une boîte, t'achètes des bouteilles de champagne. Paye pour tout le monde. T'achètes des amis qui sont pas nécessairement des bons amis. J'en avais du monde qui me suivait. Hein? Jusqu'au jour où t'as arrêté de payer des... C'est ça. En tout cas, ce monde-là. C'est ça. Là, après ça, les vrais amis, ils restent. Mais tu finis par écarter les bons amis. Parce qu'eux, c'est confrontant quand ils disaient hey, « tu trouves pas que tu exagères? » Mais là, tu te tasses. Tu te tasses de ces gens-là, puis tu t'entoures de gens qui sont pires que toi. Comme ça, tu as l'air moins pire. Fait que c'est ça un petit peu le cercle vicieux de la consommation. Tout ça. Puis ça a duré combien de temps? De quel âge à quel âge, à peu près? Là, ça fait 5 ans que tu es... Je suis devenu avocat à 23. J'ai vraiment commencé à consommer plus vers la mi-vingtaine jusqu'à la début trentaine. Fait que ça n'a pas été super long. Puis, en début trentaine, à un moment donné, j'ai eu un premier wake-up call. Il y a des gens qui sont allés voir ma famille pour leur dire, tu sais, Angelo, il y a des problèmes. Puis eux, ils n'avaient pas détecté ça. C'est sûr qu'ils se disaient que j'étais un gars de party. Mais eux, ils n'avaient pas réalisé, tu sais, j'étais bon pour mettre des masques. Je n'étais pas... T'arrivais pas en état complet devant eux. Mais non. C'est ça. Puis, tu sais, il y a une façon de ne pas te faire voir. Il y a une façon de consommer sans être vu. Et quand j'ai été confronté à ça, ben j'ai juste été honnête. Pour la première fois de ma vie, là, j'ai dit, ouais, Puis j'ai promis que c'était la dernière fois, que j'arrêtais, que j'allais changer ma façon de faire. Et la journée même, je suis retourné consommer. Mais je m'étais juré que j'allais arrêter pour vrai. Tu étais sincère, là. Je suis sûr que tu étais sincère, là. C'était pas de la bullshit, là. Ouais, tu sais, quand tu vois la déception dans le visage de tes parents, puis la peur, parce qu'ils se disent, t'as tout. Tu sais, t'as tout. T'es avocat, t'as ci, t'as ça. Puis là, t'es en train de te détruire. Tu sais pas, tu sais, les autres, ils avaient peur. C'est sûr, ils avaient peur. Là, fait que là, tu fais des réalisations. J'ai continué jusqu'à temps qu'ils m'ont mené en thérapie une première fois. Fait que ça, c'était en 2017. J'ai fait une thérapie au pavillon Pierre Pellado, qui est une maison de thérapie pour hommes. Là, j'ai eu un genre de petit déclic. J'ai rencontré des gens qui étaient pareils que moi. Parce que moi, je me voyais pas comme étant indépendant. Je me disais, les dépendants, tu sais, je suis pas un junkie, là. Là, tu réalises qu'il y a bien différents niveaux, il y a différents visages. Dépendants, ils ne sont pas tous en train de faire du squidgy là, au centre-ville de Montréal. Tu sais, ça, c'est les préjugés qu'on a. Oui, non, je sais. Puis, tu sais, on se dit, bon, ben l'alcoolique, lui, il se lève le matin puis il boit et moi, je suis pas rendu là. Tu as des avocats, tu as des juges alcooliques là, qui vont prendre le petit shot avant de s'asseoir sur leur chaise, là. Alors, c'est ça, mais moi, j'étais allé en thérapie. Quand je suis sorti de thérapie, j'ai fait comme 3 mois, presque 3 mois. Et j'ai recommencé comme avant, puis je me disais, bon, ben... Ça marche pas leur thérapie à Saint-Saëns. Puis je n'étais pas prête à faire les choses que je devais faire. Il faut que la personne soit prête, là. C'est pas juste que ça soit l'entourage qui soit prête. Fait que là, donc, tu as eu une rechute à ce moment-là. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'à travers ça, tu es devenu père? Ouais, ben, tu sais, j'étais un gars excessif, je te l'ai dit. Moi, là, c'est blanc ou noir. Je connais pas ça, les demi-mesures. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Fait que, c'est pour ça que ça a été bon dans ma vie. Là, quand j'ai commencé le bac en droit, même si j'haïssais ça puis que c'était quand même difficile. L'engagement. J'ai foncé, puis j'ai passé le barreau, la même chose. Je l'ai fait en 4 mois. Puis je me suis mis à fond, là, 10 h du matin à 10 h du soir à étudier pour
pour que ça soit réglé. Quand je mets ma tête, en 2022, j'ai jamais couru de ma vie. Je me suis dit, je vais faire un demi-marathon. Je l'ai fait. J'en ai fait un deuxième en 2022. Tu sais, quand je mets ma tête à quelque chose, je sais que parce que j'ai ce profil-là obsessif, j'ai ça en dedans de moi. Là, tu sais. Je suis obsédé avec quelque chose, let's go, à La fond. compulsivité, là, tu y vas à fond. Fait que, tu sais, étant qui je suis, ben, j'ai rencontré une femme, justement, là, dans les années de consommation, j'étais dans une boîte connue à Montréal. Puis j'ai vu une femme qui était belle et on a conçu un enfant. Puis c'était pas du tout mon plan, là. Tu sais, et quand elle est tombée enceinte, ben, on s'est mariés parce que it was the right thing to do. Et je n'étais pas prête. C'était pas la bonne personne pour moi. Avec quel âge ça t'est fait? 28, 27, 28. Fait que, tu sais, ça fait pas longtemps que je suis sur le marché de l'emploi. Là, je rencontre cette personne, je me marie, puis je me dis, bon, mais là, c'est un signe de la vie de tu te maries, il faut que tu arrêtes de consommer, puis tu vas avoir un enfant. Là, on a su rapidement que ça allait être une fille. Ben, après le mariage, j'ai continué à consommer. Ça n'a pas été un frein, tu sais. Puis là, je me suis dit, mais quand ma fille va naître, là, je dois être un bon modèle. Fait que là, c'est fini. Mais j'ai quand même dérapé 2 semaines après qu'elle est née. Je suis sorti, je me rappelle, à Montréal. Je suis rentré à la maison à 7 h du matin. Même le fait qu'il venait d'avoir le plus gros événement de ma vie, puis, tu sais, tu veux pas être un mauvais modèle, tu veux pas être un mauvais papa, tu veux être un père présent. C'était plus fort que moi. L'appel à faire le party, consommer, s'amuser. J'étais pas prête, je pense, à prendre ces responsabilités-là à 100%. Fait que c'est ça. Puis j'ai été capable de continuer pendant encore quelques années en catimini, en cachette, sans que même que mon ex sache que j'avais un problème et en étant tout de même présent, tu sais, pour ma fille, puis en faisant des bonnes choses, en travaillant. Et c'est ça. Jusqu'à temps que j'ai eu le droit à la genre d'intervention familiale, jusqu'à temps que j'aille en thérapie une première fois. Puis tu sais, c'est sûr que ça sème des graines. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, ben peut-être que c'est vrai que j'ai un problème. Peut-être que c'est vrai que je devrais trouver des façons d'arrêter. Fait que tu essaies de le faire par toi-même, tu essaies de trouver ta propre méthode qui va fonctionner pour toi parce que on va pas se le cacher, j'ai la tête dure puis je pense que je sais qu'est-ce qui fonctionne pour toi, c'est bon, là, mais moi, ma propre méthode est meilleure. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'étais sur le CA d'une caisse. D'ailleurs, celle qui est ici, là, à côté de vous, ben, ça faisait partie. Ça a déménagé, là, mais oui. C'était Sourd-Écollet, Montréal-Nord. Ouais. Moi, j'étais sur le conseil d'administration depuis 2013. Puis c'est ça, la directrice générale, elle avait vu que j'avais des problèmes. Puis tu sais, elle m'avait, veux pas, j'en avais parlé. Puis c'est une grande amie, je la salue, Jacinthe. Elle, son ex-conjoint, c'était un membre des Alcooliques Anonymes. Puis elle m'a fait parler avec lui. Et à un moment donné, elle m'a donné des billets pour être dans un événement. Puis c'est là que je me suis rendu au Centre-Ville, au Complexe des Jardins. Et c'était une soirée bénéfice pour le Centre des dépendances de Montréal. Fait que là, j'étais arrivé là-bas puis j'étais en consommation, tu sais. J'avais fait une thérapie il y a 6 mois. C'était pas le fun, là, tu sais. Là, après ça, Là, tu penses que tout le monde te regarde puis tout le monde voit que t'es pas là. Ouais. Ah, tu dois le savoir. C'est confrontant, tu sais. Puis il y avait des personnes là-dedans qui partageaient leur expérience. Là, je me suis dit, pour la première fois, peut-être que je devrais retourner en thérapie. C'est ça que j'ai fait quelques jours plus tard. Je t'épargne tous les détails, là, parce que ça a dérapé pendant quelques jours. Jusqu'au 1er mai 2018, je suis retourné en thérapie à la même place, 21 jours, dans le moment le plus occupé pour un commerce de détail, le mois de mai. J'ai encore quitté le navire pour aller me rétablir. Puis c'est là que j'ai été vraiment honnête envers moi-même et envers les membres de ma famille parce que eux, ils ne savaient pas que j'avais continué. Ils pensaient depuis la thérapie 1 que c'était terminé. Là, c'était derrière toi. Mais ça continuait. Là, puis là, ça a été le bon coup. Ça a été la bonne... 1er mai 2018, 21 jours, je suis sorti de thérapie. Là, je me suis impliqué dans le processus. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas reconsommé. J'ai pas touché une goutte d'alcool. Puis c'est pas difficile. Tu sais, j'ai fait le premier 1 an. Ça a été un des plus gros accomplissements de ma vie parce que je le voyais, tu sais, le travail qui va en arrière de ça. J'ai fait un processus là-dedans, processus d'étapes. Fait que ça a été super. Puis, tu sais, je continue d'être impliqué. Je continue de partager, transmettre le message. Là,
par le projet qu'on a lancé, qui est Grain d'espoir, qui est de semer des graines d'espoir. De dire, si j'ai été capable, ben, toi aussi, tu es capable d'arrêter. Fait qu'on a parti le podcast par pur hasard, encore une fois, mais ce projet-là aussi, ça m'a gardé. Parce que pendant ce temps-là... Ben, toi, tu es en constante thérapie avec tous tes engagements maintenant. Si là, on veut, oui, c'est sûr, parce que tu continues d'entendre des gens qui partagent leur parcours, puis là, on échange de même. Sur du podcast long form, on a le temps d'aller... C'est pas une entrevue de 10 minutes. Non. On a le temps d'aller comme... En profondeur. C'est ça que j'aime du podcast, c'est ça qui est merveilleux, puis en même temps, c'est devenu comme un hobby. Parce que quand tu arrêtes de consommer, ben, tu réalises, ben, c'est quoi que j'aime? C'est quoi que j'ai envie de faire? Puis là, j'ai du temps libre, là. Là, je sors plus le soir. Puis le matin, là, je me réveille, puis il est 5h30 et j'ai Top pas... shape. Tu sais, c'est ça. Là, j'ai du temps, là. Qu'est-ce que je fais pendant Parce ce que tu es temps-là? encore actif, tu as encore ton hyperactivité, puis tu as encore ton impulsivité, comme tu Moi, dis, il y a de faire des définitivement choses. un fou qui habite au 2e étage, puis il faut que j'essaie de faire des choses pour le contenir. Parce que, tu sais, mes idées à moi sont... Tu sais, je suis souvent dans... Il y a carrément un fou. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est hyperactif, un stimulant, ça le calme. Puis c'est ça qu'on donne à des enfants. Ritalin, Concerta, Vivance. C'est des stimulants qui vont calmer l'hyperactivité. Fait que je pense que c'était peut-être aussi de l'automédicamentation que j'ai faite pendant quelques années. Oui. Tu sais, ça se peut que ça soit ça. Moi, je pense que je peux pas mal te confirmer, possiblement que c'est ça. Là. Ouais. Fait que j'ai pas vu de spécialiste. Ça commence comme ça quand les gens ne sont pas diagnostiqués. C'est ça. Surtout médicaments. Maintenant, je suis diagnostiqué par rapport à l'hyperactivité, mais à l'époque, je n'étais pas diagnostiqué, puis j'ai jamais fait de suivi vraiment psychologique. Après, je sais qu'aujourd'hui, la meilleure personne pour aider un dépendant, c'en est un autre qui est en rétablissement. Puis moi, je travaille avec des dépendants. J'ai des gens qui m'appellent au quotidien. C'est vraiment une belle communauté de gens. Puis ces gens-là, ils s'appuient entre eux, ils s'entraident. Je sais que ça a été aussi positif pour la business de s'associer à des causes comme ça. Fait que moi, je suis fier du parcours. Tu sais, aujourd'hui, des fois, quand je dis ça, les gens, ils me regardent comme bizarre, mais je dis je suis fier d'être un alcoolique. Ça m'a rendu meilleur. Ça me permet de m'améliorer à chaque jour. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je suis mieux que j'étais hier. Sincèrement, tu sais. Puis, j'espère que demain, je vais être encore mieux. Fait que je le vois que mes comportements, ils s'améliorent. J'ai encore des défauts de caractère. Puis, c'est là-dessus que je travaille. Ton sang italien, tu ne pourras jamais l'enlever. C'est ça. C'est ça On s'en chaud! Tu sais, notre intervenant là, sur Grain d'espoir, là, on a un intervenant en dépendance. C'est Jean-Claude. Il a 30 ans de rétablissement et plus. Lui, il me dit toi, tu as un défaut. T'es italien. c'est pas de ta faute. T'as comme cette impulsivité-là, cette réactivité. Puis, à un moment donné, je suis arrivé à un point dans ma vie où est-ce que je me dis, est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou je veux être heureux? Je veux-tu avoir raison ou je veux être bien? Là, je suis rendu au point où est-ce que je veux juste être bien. Il y a des batailles que tu laisses tomber, puis des points que tu dis, ben... Je parle à Léliane, là, ma belle-sœur... ça, c'est la femme de mon frère. Elle a dit « Choose your battles ». Puis j'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Choisis tes batailles. Mais c'est des fois de choisir. Puis le filtre qu'il faut se faire, c'est si je gagne, ça va-tu me rendre plus heureux, joyeux et libre? Si ça ne remplit pas ces 3 conditions-là, ben je me dis, ça vaut pas la peine. Je prends pas l'énergie pour faire Il faut que tu acceptes des choses. Oui. Tu sais, aujourd'hui, je suis séparé. J'ai mon enfant, Tiffany, que tu as parlé, je l'ai 2 semaines. Fait qu'il y a 2 semaines qu'elle n'est pas avec moi. Là, c'est tough. Là, je peux pas faire les suivis avec elle, les devoirs. Là, ça me stresse. Tu peux même pas gérer ce qui se passe chez la mère, puis la mère peut pas gérer ce qui se passe chez vous non plus. Mais là, il faut que j'accepte. Ouais. Il faut que j'accepte. C'est comme ça. Parlons de famille, tu en as parlé tout le long. T'sais. Le fait que ta famille t'ont plus soutenu là-dedans, t'ont plus comme bordé, la réputation des familles italiennes, tu sais, Serein, là, n'est plus à refaire, mais ça a été significatif pour toi de t'être senti porté par ta famille plutôt que de te faire repousser parce que tu aurais pu vivre ça dans une autre famille où tu dire écoute, calme. Bien, ça m'a fait réaliser que effectivement, il y a rien qui vient au-dessus de la famille parce que c'est les seuls qui sont là quand ça va mal. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, ils te prennent puis ils t'acceptent. Il y a un amour inconditionnel que tu n'auras pas dans une relation d'amitié ou tu n'auras pas dans d'autres... Les gens, des fois, quand ils voient que c'est trop compliqué pour eux, bien, ils se tassent. Puis... Parce que la famille, ils essaient d'être là pour toi. Fait que c'est sûr que ça nous a rapprochés à un certain niveau. Puis il n'y a rien qui est parfait. Tu sais, chacun a ses propres choses, chacun a ses défauts de caractère. Tu sais, nous, on vient d'une place que
étant une famille italienne aussi, il n'y avait pas de place pour beaucoup d'émotions. Puis c'était comme ça. Mon Il y a père, le défaut de ses qualités, la qualité des défauts, là, Ouais. c'est ça, ouais. mon père, il était quand même assez tough. Fait que, tu sais, c'est pas la personne que j'irais pour m'ouvrir sur mes sentiments et comment je me sens à l'intérieur. C'était pas comme Non, parce ça. qu'eux n'ont pas appris ça eux-mêmes. Lui-même n'a pas pu le faire. Puis, Puis c'est d'accepter que lui il nous a transmis qu'est-ce qu'il a reçu, puis c'est bien correct. Moi, j'essaie de pas recréer ces comportements-là avec mes enfants, d'être plus ouvert, de discuter, de parler des vraies choses. Eux, là, ils sont bons pour mettre la tête dans le sable puis pas parler des vraies affaires. On va laisser ça là. ça va peut-être disparaître à un moment donné. On va se cacher ça. dans le garde-robe. Tu sais, leur idée, c'était-tu de... Je sors publiquement puis je parle de ça. Je pense pas que c'était comme ça leur idée. Non. Mais là, ils voient le bien que ça peut faire, là, Naturellement, j'imagine. tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers, mais tu sais, au début... Il y a une adaptation. La première fois que je n'ai parlé publiquement, j'avais donné une conférence à Laval, il y avait comme 300 gens d'affaires. Ça, c'était avant même de lancer le podcast. Puis là, je sortais de thérapie la deuxième fois. Puis là, j'ai parlé que j'étais allé en thérapie 2 fois. Eux, ils m'avaient invité pour parler de mon parcours. Puis le sujet de la conférence, c'était l'authenticité en affaires. OK. Puis moi, j'ai dit, ben gars, je vais être authentique avec vous. Je vais vous parler de l'envers de la médaille. Puis j'ai parlé que j'étais allé en thérapie 2 fois. Puis je me rappelle, tu sais, mon père, Je ris parce que c'est pas à ça qu'il devait s'attendre. Non, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il était dans la salle. Ça, c'est début 2018. Là. Tu sais, je viens de sortir de thérapie. Il était surpris, disons, que j'en parle comme ça publiquement puis candidement parce que, tu sais, les Italiens, là, ils lavent pas leur linge sale en public. Famille, ben non. Tu sais, ils le font en famille, justement. En famille, c'est ça, pas en famille. Pas en public, en famille. Ouais, c'est ça. Puis là, parce que là, ta fille de 9 ans, elle est assez grande pour comprendre. Elle voit que justement, tu as ton gala, t'en parles de ça, tu as ton podcast. Comment tu abordes cette situation-là? Avec elle, ce sujet-là? Parce qu'elle est tout petite encore, elle a 9 ans, mais elle doit quand même, tu sais, il y a des choses qu'elle comprend là, à travers sa compréhension, elle, de fille de 9 ans. J'imagine que la petite, elle avait 3 ans quand je me suis divorcé. Fait qu'elle a dû entendre des affaires, surtout à travers sa mère. Tu sais, des fois, t'es fâché, t'es blessé, tu dis des choses. J'ai jamais eu de conversation directement. Elle a déjà assisté à des enregistrements de Grains d'espoir. On a fait des enregistrements devant public. Il y avait 300-400 personnes. Puis elle était là. Elle a déjà assisté, je pense que c'était l'épisode 8. Elle était assise à côté de moi au début de l'épisode. Puis à un moment donné, elle s'est levée, c'était trop plate, puis elle est partie. Fait que je pense pas qu'elle s'intéresse au sujet, mais elle sait que papa boit pas. Puis c'est comme. C'est un choix, que c'est. Parce que justement, dans les réunions de famille, puis tout ça. Tu sais, c'est ça, là, tu bois pas, tu vas dans des soupers, encore des événements, mais à ce moment-là, tu choisis de pas boire. Fait que ça, c'est comme, elle de voir, mais par le modèle, elle doit le voir. C'est pas comme aussi. si à 3 ans, elle m'a vu que j'étais dysfonctionnel. Non, c'est ça. Là, aujourd'hui, elle voit le changement. Fait que c'est dur de dire c'est quoi la différence. Tout ce que je sais, c'est que je suis définitivement un meilleur papa aujourd'hui, mais elle n'a pas vraiment vécu ça. Fait que je suis content d'avoir réalisé. Repris ta vie en main avant que ça puisse déraper aux yeux de ton enfant. Dis-toi une chose, quand j'ai décidé de me divorcer, moi, je suis parti. Je suis sorti de thérapie, puis je suis parti. J'ai dit, ma relation est toxique, il faut que je change. Puis, tu sais, je restais dans la relation pour ma fille parce que je me disais, c'est the right thing to do. Les Italiens, des fois, ils vont rester ensemble 40 ans, puis ils font chambre à part, mais ils restent ensemble pour les enfants. Pour l'image, puis pour les enfants. Ben, pour l'image surtout. Oui. Fait que moi, j'ai décidé de me séparer. Quand je suis parti, ben, c'est sûr que ma crainte, c'était ma fille, puis c'était dur de justifier aussi une garde partagée à 50-50 quand tu viens de faire 2 thérapies. Fait que là, les arguments sont bons pour la partie adverse. Ben oui, parce que écoute, ça n'a pas de bon sens, avoir la garde complète. Il peut pas. Puis je suis tellement fier parce que, tu sais... C'est là que les avocats font beaucoup d'argent. Ouais. Mais moi, j'en avais une méchante bonne, puis c'est une fille qui a étudié en même temps que moi à l'Université de Montréal, chez RSS, Robinson Shepherd Shapiro. Et, tu sais, les gens alentour de moi, ils m'ont tellement bien conseillé, juste reste calme, tout va finir par se régler, fais confiance à la vie, continue de faire les bonnes choses, puis de te rétablir, puis là, tu vas récolter, tu vas récolter qu'est-ce que tu as semé, puis tu sais, moi, mon réflexe, c'est d'être impulsif, puis de me battre, puis j'ai juste accepté. Puis ça a pris le temps, puis il y a un moment où j'ai pas bien vu ma fille. Puis quand on est allé en cours, tu sais, l'argument, c'était... Monsieur, il ne peut pas avoir la garde. Il vient de faire une thérapie, on ne sait pas. Des dépendances, ça peut-tu revenir? On ne le sait pas. Puis le juge, il n'a pas cru pour une seconde. Il dit, c'est un bon papa, il n'y a aucune preuve qu'il a fait des affaires. Il a vu. Que ça. Il dit, garde partagée 50-50. Boum.
Tu sais, madame, elle a failli s'évanouir en sortant de la salle. Elle, c'est pas ça qu'elle s'attendait. Non. Parce que c'est ça qui restait comme... Non, puis tu as des avocats qui entretiennent ça aussi. Là, c'est tellement de pères qui Faut se jamais font, oublier que c'est pas moi qui ai gagné là-dedans, c'est l'enfant. Parce Ouais. que, tu sais, dans l'intérêt de l'enfant, c'est Oui. d'avoir ses deux parents présents. Définitivement. Définitivement. Mais là, tu as un petit poulet là, de 3 ans aussi. Vincenzo, comment ça se passe? Lui, c'est-tu une autre surprise? Oui, ou oui. Non, c'est bon des surprises. C'était pas planifié, mais j'ai rencontré une femme merveilleuse. Puis, disons qu'on a commencé à cohabiter. Puis, après ça, est arrivé la COVID. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'activités à l'extérieur, de rester à la maison et de procréer. un peu comme dans le verglas. Ouais, exactement. Puis, ça a été la plus belle chose qui peut nous arriver. Ça a solidifié notre relation. Ça fait plus que 5 ans là, que j'étais avec elle. Elle m'a rencontré, j'avais 3 mois de rétablissement. OK, t'as pas connu dans tes... OK. Elle m'a jamais vu boire un verre. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que quand je me suis séparé, je me suis dit, c'est fini, je veux plus être en relation, je veux être tout seul, je veux plus d'autres enfants, je veux plus jamais me marier. À moi, toutes les belles femmes de Montréal et des environs. Mais là, j'ai vu que ces comportements Sans exclusivité. Tu sais, que tu compulses dans d'autres affaires, c'est pas mieux. Fait que, tu sais, je l'ai vu que j'avais des mauvais comportements en partant, là, tu sais. Fait que rapidement, j'ai rencontré une femme exceptionnelle, puis je me suis investi dans la relation, puis je voyais comme un modèle qui était positif pour ma fille. Parce que ça a été vraiment énorme j'avais peur que ma fille apprenne certains comportements ou que, tu sais, des fois, quand tu es d'une famille ou d'un milieu plus aisé, tu penses que la vie te doit quelque chose, que tu es né avec un titre, que c'est supposé être facile. Puis Shani, ma fiancée, parce qu'on va se marier l'année prochaine, elle vient d'un milieu comme complètement différent. Là, elle n'a pas connu son père. À partir de 16 ans, elle travaillait à temps plein, puis c'est elle qui devait subvenir à ses besoins. Depuis l'âge de 12 ans, elle n'habite pas avec sa mère, elle est avec une tutrice. Fait qu'elle a vécu dans des situations difficiles, puis malgré tout, elle n'a jamais consommé. Elle aurait pu avoir toutes les bonnes raisons pour déraper. Puis elle était travaillante. Ça, c'est l'affaire qui m'a vraiment impressionné. Puis elle avait mis de l'argent de côté, elle était comme une tête sur les épaules. Quelqu'un qui n'est pas dans les choses superficielles, le matériel, les affaires de même. Fait que moi, je me suis dit, c'est exactement ce que ça me prend dans ma vie. Il faut que ça reste simple. Fait que, ouais, c'est une relation incroyable. On vit plein de belles choses ensemble. Puis là, le fait qu'on soit une famille et qu'en plus, elle, c'est un beau modèle pour Tiffany. Donc, tu sais, ils s'entendent bien. Elle a connu ma fille. Ma fille avait comme 3 ans et demi. Fait que, tu sais, c'est fou, là. Je veux dire, ma fille, toute sa vie, a connu cette femme. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que elle a eu une certaine stabilité de mon bord parce que si j'avais commencé avec une nouvelle blonde à chaque 6 mois, je pense que ça n'aurait pas été un meilleur modèle non plus. Ça n'aurait peut-être pas été un exemple de consommation parce que tu as arrêté de consommer, mais c'est pas mieux si tu consommes les relations. Exactement. Fait que, tu sais, je suis vraiment fier de ça. On est une famille un peu recomposée. Puis j'ai beaucoup d'aide de ma mère parce que, tu sais, veut pas. Quand je me suis séparé, j'étais allé vivre avec mes parents. Fait que ma mère, elle a comme vraiment aidé. Elle a été très proche de Tiff. Ils s'entendent bien. Tu sais, ma mère, souvent, va la chercher à l'école, même si c'est pas ma semaine. OK. Des fois, elle rend service à ton ex, c'est la grand-maman. Puis ça, c'est bon aussi. Ouais. Tu sais, que justement. Elle habite pas loin, elle habitait pas loin de l'école Marie-Clarac, donc c'était facile. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun de voir comme. Parce que ma mère, elle a été très proche de sa grand-mère. Fait qu'elle a reproduit ce modèle-là. Elle était plus proche de sa grand-mère que de sa mère. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Fait que c'est pas rare que ma fille, elle va même coucher chez ma mère. Fait que, tu sais, on est quand même très proches. Là, aujourd'hui, on habite tous à proximité. On est tous comme à 5-10 minutes. Fait qu'on a essayé de reproduire ça. C'est comme ça en Italie, hein, dans les villages. Ah ouais? L'aspect communautaire, tout le monde habite un à côté de l'autre, puis ils s'entraident. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je sais que j'ai son appui, j'ai son aide. Je suis proche de ma soeur, ses enfants qui sont tous jeunes. Puis moi, je veux qu'ils soient élevés ensemble. Je veux qu'il y ait ce sentiment-là d'appartenance. Que ce soit toute la famille élargie qui éduque vos enfants puis qui prennent. Moi, je les regarde égal. C'est pas mes neveux et nièces, c'est comme si c'était mes enfants. Là, ils vont tous à la même garderie à Laval. Fait que Vincenzo, Sophia, Lolo, Léo. Et là, ma soeur vient d'avoir un bébé qui n'est pas encore à la garderie, mais ils sont tous à la même garderie. Fait que c'est le fun, là. Ils sont carrément élevés ensemble. Là. Ils sont tout le temps ensemble.
Les soirs, mon fils, il va me dire I want, il veut aller voir Soso. OK, let's go. Fait que pour moi, c'est important qu'il reste proche, qu'il y ait cette proximité-là. Et la fête de Noël qui arrive, ça se passe comment, les parties de Noël? Ben, moi, c'est plutôt calme le 24 parce que mon frère est avec sa famille de sa femme, puis ma soeur est avec la famille de son mari. Et moi, ma femme, c'est la première année que sa mère est au pays. Elle était au Venezuela. C'est pour ça qu'ils étaient séparés. Ça faisait 15 ans qu'ils n'habitaient pas ensemble. Et on a été capable de la faire venir au Québec. Puis ça a été difficile, mais on a réussi à faire un contrat de travail avec la compagnie. Et vu qu'il y a un manque de personnel, ben on a fait le processus et on l'a fait venir ici. Donc là, elle travaille avec Chaussures Rubino. Et c'est la première année qu'on a en espagnol, ils disent abuela. Oui, la grand-maman. Fait que mon fils, là, les 3 premières années de sa vie, il n'a pas connu sa grand-mère. Puis là, il va avoir sa nana. Hein? C'est ça? En italien, c'est... Nonna. Ouais, nonna. Puis c'est ça, fait que c'est le fun. Fait que Vincenzo, lui, avec mon père, il parle en italien avec sa grand-mère du côté de sa mère, c'est espagnol. À la maison, il parle en espagnol. Avec ma fille, moi, je parle en anglais. Puis Tiffany, elle va à l'école française. Fait qu'il y a plein de mix de langage. Fait que Vincenzo, lui, il va avoir 3 ans en janvier, mais il mélange 3 langues dans une phrase. Fait que lui, il commence « I want agua, abajo ». C'est comme « OK ». C'est particulier. Dans l'apprentissage, oui, c'est ça. Parce que c'est des petites éponges, puis ça prend tout en même temps. Après ça, il faut comme recadrer ça. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e partie de cette superbe rencontre avec Angelo Rubino.